Je me tenais seul devant la grande baille vitrée de mon bureau au dernier étage du siège de la Kingsley Corporation en Utah. Maintenant, à 28 ans, j'étais le directeur régional du développement de projets, un poste que j'avais autrefois cru n'exister que dans les rêves les plus lointains. Les néons de la ville en contrebas scintillaient comme des étoiles perdues. Mais ce qui attirait vraiment mon regard, c'était l'énorme sapin de Noël sur la place. Il venait tout juste d'être allumé. Des milliers d'ampoules étincelantes brillaient comme un rappel éblouissant de la saison des fêtes. Mon cœur s'est soudainement serré comme si une corde invisible le comprimait. Des souvenirs que j'avais essayé si fort d'enfouir au plus profond de moi pendant des années ont refait surface de manière incontrôlable, féroce et imparable. Ils m'ont ramené dans le temps, à ce Noël mortel où j'avais 20 ans, dans la vieille maison en périphérie de Denver. Je me souviens de ce sentiment aussi clairement que si c'était hier. À l'époque, j'étais encore Mark Miller, un nom que je détestais avec une passion brûlante, mais que je n'avais pas encore osé abandonner. Cette maison de banlieue n'était pas une villa luxueuse. C'était juste une maison ordinaire de 2 étages avec une cour avant pleine de mauvaises herbes et une clôture en bois qui pourrissait avec l'âge. Pourtant, en cette nuit de Noël, le salon était décoré si somptueusement que cela m'a laissé stupéfait. Un sapin de Noël imposant atteignait le plafond, orné de décorations scintillantes, et des guirlandes de lumière s'enroulaient autour de lui comme des serpents lumineux. La longue table à manger était dressée de manière extravagante. Nappes blanches comme neige, plats de nourriture fumant, dindes rôties, pudding, salade de légumes, et des verres de vin rouge profond brillant sous la lumière. L'odeur de cannelle et de pain frais emplissait l'air, se mêlant à la musique de Noël qui jouait depuis la vieille radio dans le coin. Pour tout observateur extérieur, cela aurait ressemblé à une chaleureuse réunion de famille débordante d'amour. Mais pour moi, l'atmosphère était étouffante et froide, comme si une fine couche de glace avait enveloppé mon cœur. Des parents remplissaient les 2 côtés de la table, leur rire et leur bavardage résonnant bruyamment. Il y avait des tantes et des oncles venus de loin, des cousins que je ne voyais que quelques fois par an, et des voisins proches. Ils parlaient joyeusement du travail, de leurs enfants et des projets pour la nouvelle année. Les yeux de tout le monde s'illuminaient lorsqu'ils parlaient de cadeaux et des bonnes choses qui les attendaient. J'étais assis au coin de la table, le dos droit comme un piquet de bois. Mais sous la table, mes mains étaient si serrées que mes ongles s'enfonçaient dans mes paumes. Ce sentiment familier d'isolement m'enveloppait comme un courant de fond, balayant toute trace d'espoir. J'avais l'habitude d'être mis à l'écart lors de telles occasions, mais ce soir, quelque chose semblait différent. L'air paraissait plus lourd, comme si tout le monde attendait le début d'une pièce de théâtre, et j'en étais le protagoniste involontaire. Mon père, ou plutôt l'homme que j'avais appelé père pendant les 20 dernières années, Grant Miller, alors âgé de 54 ans, possédait une petite entreprise de sous-traitance en construction. Il était colérique, autoritaire, et laissait l'argent l'aveugler à toutes les limites morales. Son visage était rouge à cause de l'alcool, ses cheveux gris clairsemés soigneusement peignés, et son costume noir lui donnait l'allure du patron qu'il se croyait être. Il faisait le tour pour donner des cadeaux à chaque personne, arborant un large sourire calculé. Chaque grand paquet cadeau était remis avec des paroles de bénédiction creuses, et les yeux de tout le monde brillaient d'une anticipation avide. Mes tantes et oncles ont reçu des cadeaux coûteux, une montre pour oncle John, un collier de perles pour tante Marie, et des enveloppes épaisses remplies d'argent pour mes cousins. Des applaudissements éclataient chaque fois qu'un cadeau était ouvert, et l'atmosphère devenait encore plus animée. J'étais assis là, essayant de garder mon visage calme, mais à l'intérieur de moi, une tempête faisait rage. Je savais exactement où je me situais dans cette famille. Un surplus inutile, une ombre indistincte. J'avais été traité de cette façon depuis l'enfance. Mais ce soir, une anxiété indéfinissable faisait battre mon cœur. Se souviendrait-il même de moi? Ou serais-je une fois de plus négligé, comme chaque année auparavant? Je serrais les poings plus fort, essayant de réprimer le tremblement qui montait du plus profond de moi. Puis ce fut mon tour. La pièce entière est soudainement devenue silencieuse, comme si quelqu'un avait coupé tout son. Chaque paire d'yeux s'est tournée vers moi, curieuse, apitoyée, méprisante. Mon cœur s'est emballé sauvagement, le sang affluant à mes oreilles avec un rugissement assourdissant. Grant a fait une pause, m'a regardé avec un sourire tordu, puis a lentement sorti un seul billet de la poche de sa veste. Pas une grande boîte cadeau comme tout le monde, mais juste un vieux billet de $1 froissé. Il l'a jeté droit à mon visage. Le papier a fendu l'air et a frappé ma joue avant de tomber sur la table. La douleur ne venait pas de l'impact lui-même, mais de l'humiliation nue. Ma joue brûlait comme si j'avais été giflé durement. $1.
C'est tout ce que tu vaux dans cette maison, espèce de bâtard sans sang, a déclaré Grant devant toute la famille, sa voix résonnant comme une condamnation à mort. À partir de ce jour, je romps tous les liens de père à fils avec toi. Ne m'appelle plus jamais ton père. Tu n'es pas digne. Ces mots m'ont poignardé droit au cœur comme un couteau. La pièce est devenue complètement silencieuse, la musique de Noël continuant absurdement en arrière-plan. J'étais assis, figé, les oreilles bourdonnant du torrent d'insultes. Je connaissais la vérité depuis longtemps, que je n'étais pas du sang des Miller, mais cette douleur, cette humiliation publique, je ne l'oublierai jamais. C'était une blessure qui saignerait pour toujours, sans jamais guérir. Ma belle-mère, Suzanne Miller, a laissé échapper un rire méprisant qui a fendu l'air comme une lame. Avec ses cheveux bouclés et sa robe rouge criarde, elle me regardait avec des yeux pleins de mépris. « Tu n'as été qu'un parasite inutile vivant aux dépens des autres toutes ces années », a-t-elle craché, sa voix aiguë et venimeuse. « Te garder dans cette maison était déjà la plus grande miséricorde que je t'ai jamais montrée. Maintenant, sors. Ne salis plus notre atmosphère de Noël. » Mon cœur battait encore plus chaotiquement, ma gorge si serrée que je ne pouvais pas prononcer un seul mot. Je voulais crier, me battre, mais mon corps semblait paralysé. Mon demi-frère cadet, Lucas Miller, de 5 ans mon cadet, a éclaté de rire avec délice, chaque éclat martelant mon crâne. Avec son visage rond et ses vêtements neufs, il s'est moqué. « Regarde-toi, frère. Tes poches sont complètement vides. Comment vas-tu survivre dehors ? Mais que tu vives ou que tu meurs, ce n'est plus l'affaire de cette famille. » Aucun des parents n'a essayé d'arrêter ça. Pas une seule personne ne s'est levée pour moi. Certains se sont même joints au rire comme si c'était une blague de fête hilarante. D'autres me regardaient avec pitié mêlée de dédain, de la même manière qu'on regarderait un chien errant chassé de la maison. J'étais assis là, au milieu de ce festin somptueux, me sentant plus petit et plus seul que jamais. Mes joues brûlaient encore à cause du billet d'$1, mes oreilles bourdonnaient de leur raillerie. Mon cœur battait sauvagement, chaque battement lourd contre ma poitrine comme s'il essayait d'écraser ma respiration. Ma gorge était nouée. Je ne pouvais pas parler. J'avais su que je n'étais pas vraiment un Miller. Je m'étais dit d'être prêt. Mais quand l'humiliation s'est abattue devant tout le monde, la douleur a quand même transpercé mon cœur. Certaines blessures, peu importe le temps que vous vous y préparez, font tout aussi mal que la première fois qu'elles vous coupent. J'ai compris qu'à partir de ce moment, ce sentiment me suivrait pour le reste de ma vie. Impossible à effacer de la mémoire. À cet instant, j'ai clairement compris qu'il ne voulait pas seulement me mettre à la porte. Il voulait d'abord écraser la dernière parcelle de ma dignité. Il voulait que je parte avec le cœur brisé et l'âme piétinée pour que je ne puisse plus jamais relever la tête. Après les paroles humiliantes de Grant, le rire méprisant de Suzanne et la raillerie venimeuse de Lucas, le salon, illuminé par les lumières de Noël, a soudainement plongé dans un silence lourd et suffocant. La table de banquet restait somptueusement dressée, le sapin scintillait toujours, et les parents étaient assis, figés autour, pas une seule âme ne prenant ma défense. Au milieu de cette atmosphère festive, je me tenais absolument seul, pleinement conscient que dans cette maison, je n'avais personne. Pourtant, à ce moment-là, une étrange puissance a surgi du plus profond de moi. Ce n'était pas une rage aveugle. C'était une clarté froide et cristalline, forgée par des années d'endurance silencieuse. J'ai cessé de trembler. Au contraire, mon corps se sentait plus stable que jamais. J'ai relevé la tête, j'ai regardé Grant droit dans les yeux et j'ai souri, un sourire calme et provocateur. J'ai parlé d'une voix égale, sans le moindre tremblement. Bien. À partir de maintenant, je ne t'appellerai plus père non plus. La pièce entière est devenue complètement silencieuse. Mon sourire l'a frappé comme une gifle en retour. Grant a cligné des yeux, son visage rouge d'alcool perdant sa couleur. Le rire de Suzanne est mort dans sa gorge, sa bouche restant ouverte. Lucas me regardait fixement comme si je m'étais transformé en monstre. Les parents ont commencé à chuchoter, leurs yeux passant de Grant à moi, attendant l'explosion. Je me suis levé lentement, délibérément, rendant l'air encore plus lourd. De la poche de mon manteau, j'ai sorti une épaisse enveloppe jaunie. Je l'ai posée sur la table devant Grant, juste à côté du billet de $1 froissé qui y gisait encore. Mon attitude était calme mais inflexible, une déclaration de guerre silencieuse. Grant a regardé l'enveloppe, momentanément stupéfait, puis l'a prise. Sa main tremblait légèrement, bien qu'il ait essayé de le cacher. À l'intérieur se trouvait la lettre de ma vraie mère.
Rose, la mère qui est morte quand j'étais très jeune. L'écriture était douce et familière, une lettre que j'avais lue des centaines de fois lors de nuits solitaires. À côté, il y avait tous les reçus, des feuilles de papier fragiles qui portaient la preuve irréfutable que Grant avait détourné l'allocation mensuelle envoyée par mon père biologique pendant des années. Des reçus de retrait portant la signature de ma mère avant sa mort, puis celle de Grant après. Chaque feuille indiquait clairement la date, le montant et le but supposé, dont rien ne m'était jamais parvenu. Au lieu de cela, l'argent avait financé le style de vie somptueux des Miller. Je suis resté là, regardant Grant feuilleter page après page. Mon cœur battait la chamade, non pas de peur, mais de l'excitation d'attendre que la vérité explose. Grant s'est levé d'un bond, reculant en chancelant vers la fenêtre, agrippant la lettre et les reçus. Il les a parcourus, puis les a lus plus attentivement, son visage devenant aussi blanc que le papier. La sueur perlait sur son front malgré la nuit d'hiver glaciale et la neige qui hurlait dehors. Suzanne et Lucas ont senti que quelque chose n'allait vraiment pas. Suzanne s'est levée brusquement, sa voix aiguë. « Grant, que se passe-t-il? Pourquoi as-tu cette tête ?» Lucas me regardait avec confusion, son sourire narquois d'auparavant ayant disparu. Grant a essayé de rester calme, mais ses mains tremblaient, les papiers bruissant bruyamment. « Quoi? Qu'est-ce que c'est? Comment as-tu eu ça ?» a-t-il balbutié. Mais je savais qu'il comprenait parfaitement. Tout s'effondrait juste devant lui. À ce moment précis, un rugissement puissant est venu de la cour avant, des moteurs grondant, puis s'éteignant. Un convoi de VUS noirs brillants s'est arrêté en parfaite synchronisation, leurs phares balayant la pelouse enneigée. La maison a éclaté dans le chaos. Les parents ont sauté sur leurs pieds, se pressant aux fenêtres, murmurant « Que se passe-t-il ? Pourquoi toutes ces voitures sont-elles chez nous ?» Grant a regardé dehors et est devenu d'une pâleur mortelle, son corps tremblant comme s'il allait s'effondrer. Il savait. Il devait savoir. Ces véhicules n'étaient pas aléatoires. Ils étaient la marque d'un pouvoir bien plus grand, une tempête qu'il avait essayé de cacher pendant des années. 3 coups fermes et autoritaires ont retenti à la porte. La pièce entière s'est figée de curiosité et de peur. L'air s'est transformé en glace, seule la musique de Noël absurde continuait de jouer depuis la radio. Tous les yeux se sont tournés vers l'entrée. J'ai marché jusqu'à la porte, agrippant fermement la poignée, mon cœur martelant ma poitrine. C'était le moment que j'avais planifié et attendu depuis 2 ans. J'ai ouvert la porte. Le premier homme à entrer portait une telle dignité et une telle autorité que toute la pièce a retenu son souffle. Grand, les cheveux argentés, mais les traits fins, vêtu d'un costume noir parfaitement taillé. Il s'est arrêté doucement devant moi, a balayé la pièce d'un regard froid et autoritaire, puis a posé une main lourde sur mon épaule, une main qui m'a instantanément rempli d'une force que je n'avais jamais connue. C'était Robert Kingsley, mon père biologique, le milliardaire à la tête de la Kingsley Corporation, seigneur d'un vaste empire du tourisme et des complexes hôteliers. La force a coulé de cette main à travers tout mon corps. Je me suis retourné pour faire face à Grant, ma voix résonnant maintenant claire et ininterrompue. « Pourquoi as-tu volé l'argent que ma mère m'a laissé? Pourquoi m'as-tu traité cruellement pendant des années, me battant, m'affamant, me traitant comme un mendiant? Et aujourd'hui, pourquoi m'as-tu humilié devant tout le monde comme ça ?» Mes mots ont fendu le silence comme des couteaux. Les chuchotements des parents se sont intensifiés, les regards passant frénétiquement. Le visage de Grant est devenu violet de rage. Il a frappé la table et a rugi, « Tu inventes tout ça. Ce ne sont que des mensonges pour ruiner ma réputation. Je t'ai élevé pendant des années, et maintenant tu oses me calomnier comme ça. » Suzanne a immédiatement sauté sur l'occasion, hurlant. « Espèce de bâtard ingrat. Après tout ce que je t'ai donné, de la nourriture, un toit, c'est comme ça que tu nous remercies. » Lucas a beuglé de fureur, son visage cramoisi. « Tu n'es pas digne du nom des Miller. Sors d'ici, espèce de déchet. » Je suis resté silencieux pendant quelques secondes, laissant leurs paroles flotter dans l'air, puis j'ai parlé avec une finalité calme et tranchante comme un rasoir. À partir de ce jour, je ne porte plus le nom de Miller. Je suis un Kingsley, parce que j'ai retrouvé mon vrai père et c'est l'homme qui se tient derrière moi, le milliardaire Robert Kingsley. Mes mots sont tombés comme une bombe. La pièce est devenue complètement silencieuse, l'air se glaçant pendant plusieurs secondes a coupé le souffle. Grant a tremblé violemment, la pile de reçus a glissé de ses mains molles et s'est éparpillée sur le sol avec un bruissement sec. Plusieurs parents les ont ramassés, les ont parcourus, puis ont levé les yeux avec horreur vers la famille de Grant.
La vérité était mise à nu au milieu de ce festin de Noël, dépouillant chaque couche hideuse de prétention. Les chuchotements se sont transformés en murmures ouverts, se propageant comme une traînée de poudre. Alors c'est comme ça. Pauvre Marc. Grant et Suzanne ont essayé désespérément de s'expliquer, leur voix se brisant. Non, ce n'est pas comme ça. C'est un malentendu. Mais personne ne les croyait plus. Les yeux des parents étaient maintenant remplis de mépris et de déception. Robert se tenait silencieusement. Pourtant, sa simple présence était un mur impénétrable qui rendait toute excuse vaine. Je ne me souciais plus de leur regard. J'avais vu le vrai visage de la famille qui m'avait élevé pendant 20 ans. L'hypocrisie, la cupidité, la cruauté. J'ai tourné le dos et je suis sorti de cette maison en silence, côte à côte avec Robert, franchissant la porte sans jamais regarder en arrière. Cette nuit de Noël humiliante a officiellement pris fin. Mais pour moi, elle a marqué le début d'un nouveau chapitre. Le vent neigeux me fouettait le visage, mais je ne sentais aucun froid. En marchant à côté de mon vrai père, pour la première fois de ma vie, je me sentais vraiment au chaud. Pendant le trajet, à l'intérieur du VUS de luxe noir brillant, Robert était assis à côté de moi, sa main reposant légèrement sur mon épaule comme un encouragement silencieux. L'autoroute enneigée s'étendait, blanche et sans fin. Les phares fendaient les flocons tourbillonnants qui dansaient comme des fantômes dans la nuit. Il a rompu le silence le premier, sa voix profonde, chaleureuse et débordante de fierté. Mon fils, je suis si incroyablement fier de toi. Tu t'es élevé au-dessus d'épreuves inimaginables pour devenir l'homme fort et résilient que tu es aujourd'hui. Peu de gens auraient pu faire ça. Ces mots ont fait trembler mon cœur. Pendant toutes ces années, je n'avais jamais entendu un éloge aussi sincère. Je me suis tourné vers lui et j'ai souri doucement. Merci, papa. Merci d'avoir été là ce soir, de m'avoir donné la force. Sans toi, je ne sais pas comment je les aurais affrontés. Robert a hoché la tête, ses yeux brillants sous les lampadaires qui défilaient, comme s'il retenait des émotions refoulées depuis des décennies. Alors que la voiture glissait doucement sur la longue route, mes souvenirs se sont enfoncés encore plus profondément, au-delà de cette cruelle nuit de Noël et jusqu'au jour lointain de mon enfance. Ils ont déferlé comme une inondation, balayant tout sur leur passage, me forçant à appuyer mon front contre la vitre froide et à regarder dans l'obscurité totale à l'extérieur. J'avais 6 ans, trop jeune pour saisir pleinement le sens de la vie et de la mort. Ma mère, Rose Miller, est tombée gravement malade. Elle avait un cancer, une maladie monstrueuse que je ne comprenais que comme « maman est fatiguée, alors elle doit rester à l'hôpital ». Je me souviens comment la maison de banlieue de Denver est devenue sombre. L'odeur de désinfectant flottait depuis sa chambre. Elle était allongée dans son lit, le visage émacié, ses longs cheveux autrefois brillants presque entièrement partis. Je m'asseyais souvent à côté de son lit, lui tenant la main et demandant « Maman, quand iras-tu mieux pour que nous puissions rejouer ?» Elle me faisait un faible sourire et me caressait les cheveux. « Attends encore un peu, mon chéri. Maman va essayer d'aller mieux pour toi. » Mais elle n'est jamais allée mieux. Elle nous a quittés un matin d'automne où les feuilles dorées couvraient la cour. Je suis resté à côté de son cercueil sans pleurer parce que je ne comprenais pas encore ce qu'était la mort. Je savais seulement qu'à partir de maintenant, maman ne me tiendrait plus dans ses bras quand je dormirais. Après sa mort, mon père Grant a commencé à changer jour après jour. L'homme qui riait facilement et me posait des questions sur l'école et les amis est devenu silencieux, dur et renfermé. Il avait l'habitude de me soulever sur ses épaules et de rugir de rire quand je lui racontais des histoires de la maternelle. Mais après les funérailles, il est devenu une ombre. Les repas sont devenus suffocants de silence. Nous étions assis l'un en face de l'autre à la petite table de la cuisine. Le seul son était le cliquetis des cuillères contre les assiettes. Le regard de Grant sur moi n'était plus chaleureux. Il était las et froid, comme si j'étais un fardeau, lui rappelant sa perte. J'ai essayé de briser le silence. Aujourd'hui, j'ai fait un dessin à l'école, et la maîtresse a dit qu'il était vraiment bien, papa. Il grognait seulement sans lever les yeux. Progressivement, j'ai aussi appris à rester silencieux, ravalant mes histoires et me sentant comme un étranger dans ma propre maison. Juste 1 an plus tard, Grant s'est remarié. Suzanne est entrée dans nos vies avec un sourire mielleux, des cheveux bouclés et des robes à fleurs vives. Mais ses yeux étaient toujours glaciaux quand il se posait sur moi, comme si j'étais un obstacle à son bonheur. Dès les premiers jours, j'ai su que je n'étais pas le bienvenu. Chacun de mes mouvements était scruté. Si je renversais un verre d'eau, elle lançait,
Pourquoi es-tu si maladroit? Ne salis pas ma maison. Chaque erreur était amplifiée comme si j'existais seulement pour tout gâcher. Grant s'est lentement adoucie sous les mots doux et les soins de Suzanne. Elle lui chuchotait à l'oreille, « Chérie, ce garçon m'épuise. Pourquoi ne le disciplines-tu pas plus sévèrement ?» Et il a commencé à voir ma présence comme une nuisance. Ses étreintes se sont raréfiées, remplacées par des regards noirs. Puis Lucas est né, et la dernière trace de ma place dans la famille a été officiellement effacée. Le nouveau bébé était bercé comme un trésor. Tous les yeux se sont tournés vers lui. Je me souviens du jour de la naissance de Lucas. La maison bourdonnait d'excitation. Les parents sont venus avec des félicitations et des piles de cadeaux. Je suis resté dans le coin de la chambre d'hôpital, regardant le nourrisson au visage rouge dans les bras de Suzanne, ressentant une étrange et perçante solitude. « C'est notre vrai fils », a dit Grant fièrement, oubliant complètement que j'étais là. À partir de ce moment, Lucas a grandi, protégé et gâté. Il a tout eu de neuf, vêtements, jouets, vélos, le meilleur du meilleur. Si Lucas cassait quelque chose, Grant se contentait de rire. Pendant ce temps, en grandissant, on m'a confié toutes les corvées de la maison. Balayer les sols poussiéreux, laver le linge sale, préparer les repas quotidiens. Lucas n'a jamais eu à lever le petit doigt. J'étais constamment comparé à Lucas en tout. Peu importe mes bons résultats à l'école, premier en mathématiques ou premier prix au concours d'art, je n'ai jamais entendu un mot d'éloge. De bonnes notes? Et alors? N'importe qui peut le faire, ricanait Suzanne. Même quand je gagnais des médailles en sport, en athlétisme ou au football, personne dans la famille n'est jamais venu me voir ou me féliciter. Je rentrais à la maison, serrant une médaille, débordant d'excitation. « Papa, regarde ce que j'ai ramené. » Une médaille d'or du tournoi de football. Grant y jetait un coup d'œil et retournait à son travail. Tous mes efforts étaient considérés comme acquis ou rejetés comme sans valeur. Les éloges étaient toujours réservés à Lucas. J'ai progressivement appris à ravaler chaque grief en silence, à retenir mes larmes. Certaines nuits, je restais au lit, les larmes coulant sur mon visage, mais je n'osais pas pleurer à voix haute de peur d'être grondé. Je me répétais sans cesse, « Tu dois être fort, Marc. Un jour, tu sortiras d'ici. » Jour après jour, j'ai compris que je n'étais plus un fils dans cette maison. J'étais juste un locataire, un serviteur, une ombre, vivant tranquillement sous le même toit que des gens qui se disaient ma famille. Au repas, je m'asseyais au coin et mangeais les restes. Pendant les vacances, je restais dehors à les regarder célébrer. Quand j'étais malade, personne ne s'en souciait. Cette douleur s'est accumulée en moi comme une bombe à retardement, attendant le jour où elle exploserait enfin. Quand j'ai eu 18 ans, tout semblait encore suivre la même routine monotone et glaciale. C'était une fin d'après-midi d'automne à Denver. Les feuilles dorées dérivaient paresseusement le long du chemin de l'école à la maison. J'ai quitté la classe comme d'habitude. Mon lourd sac à dos jeté sur une épaule, bourré de manuels et de rêves à moitié formés. Mon anniversaire n'avait rien de spécial. Pas de gâteau, pas de cadeau, pas de félicitations de personne à la maison. Je m'étais habitué depuis longtemps à être oublié, alors j'ai simplement franchi la grille de l'école en silence, la tête baissée, redoutant déjà une autre soirée interminable de corvées et de devoirs. Le ciel était couvert et gris, un vent froid me fouettant le visage, me forçant à remonter le col de ma vieille veste. Je n'aurais jamais imaginé que ce jour changerait tout, comme une véritable bombe explosant dans ma vie. Juste au moment où je franchissais le portail, un homme d'âge moyen en costume usé s'est approché de moi. Il avait l'air d'avoir environ 50 ans, avec des cheveux gris clairsemés et un visage buriné, marqué de profondes rides autour des yeux. Son regard était prudent mais sérieux, comme s'il pesait soigneusement chaque mot. Je me suis arrêté, mon cœur battant un peu plus vite de surprise. « Excusez-moi, êtes-vous Marc Miller ?» a-t-il demandé, sa voix basse et polie. J'ai hoché la tête avec lassitude. « Oui, je suis Marc Miller. »« Qui êtes-vous » Il s'est présenté comme Thomas Whitfield, l'avocat de ma mère, Rose Miller. La mention du nom de ma mère m'a stupéfié. Elle était morte quand j'avais 6 ans, et presque personne ne parlait plus d'elle. « Je dois vous parler en privé de quelque chose concernant Rose » a-t-il dit en baissant la voix comme s'il craignait que quelqu'un puisse l'entendre. Le choc, la suspicion et la curiosité se sont violemment heurtés dans ma poitrine. Qui était cet homme? Pourquoi était-il venu me chercher le jour de mon anniversaire, de tous les jours? Était-ce une sorte de farce?
Après quelques secondes d'hésitation, j'ai décidé de le suivre. Une partie de moi était curieuse. L'autre partie s'est dit que je n'avais plus rien à perdre. Thomas m'a conduit dans un petit café près de l'école, celui où je m'asseyais souvent seul les après-midi pluvieux. L'endroit était exigu, rempli de la forte odeur de café torréfié et du doux bourdonnement de vieux jazz provenant des haut-parleurs. Nous avons choisi une table isolée dans le coin, loin des regards curieux des autres étudiants. Une fois assis, Thomas a posé une enveloppe jaunie par le temps devant moi. Le papier était délavé et légèrement froissé. « C'est la lettre que votre mère m'a chargé de vous donner », a-t-il dit gravement. Elle a été très claire. Elle devait vous être remise en personne uniquement le jour de votre 18e anniversaire. Je l'ai gardée en sécurité pendant les 12 dernières années. Mon cœur battait la chamade alors que mes doigts tremblants effleuraient l'enveloppe. Thomas a expliqué brièvement. Il avait été l'avocat personnel de ma mère, l'aidant à rédiger son testament et à gérer certaines affaires privées avant son décès. Elle me faisait confiance, et maintenant je remplis ma promesse, a-t-il dit. Puis il s'est levé, m'a souhaité bonne chance et est parti. Je suis resté assis là pendant un moment, fixant l'enveloppe comme si c'était une bombe à retardement. Je ne l'ai pas ouverte tout de suite. J'avais peur, terrifié que la vérité qui s'y trouvait ne brise les quelques vestiges du monde que je connaissais. Quand j'ai finalement quitté le café, je portais l'enveloppe dans mon sac à dos, mon esprit en pleine tempête. Le trajet du retour m'a semblé plus long que jamais, chaque pas plus lourd que le précédent. J'ai gardé tout cela secret. Personne dans la famille ne le savait. Grant et Suzanne étaient occupés par le travail. Lucas traînait avec des amis. Je n'avais aucune intention de le partager. Je savais qu'il se moquerait de moi ou se mettrait en colère. Ce soir-là, il n'y a pas eu de vœu d'anniversaire. Aucun signe que quelqu'un se souvenait que c'était mon jour. Le dîner était aussi froid et silencieux que d'habitude. Grant à la tête de la table, Suzanne et Lucas bavardant avec enthousiasme sur les plans du week-end pendant que j'étais assis dans le coin à manger les restes. Leur conversation animée ne tournait qu'autour d'eux-mêmes. Lucas réussissant un examen, la virée shopping de Suzanne, le nouveau contrat de Grant. Je m'étais tellement habitué à être invisible que j'ai simplement fini mon repas en silence et je me suis éclipsé dans ma chambre, mon seul refuge, un petit espace exigu avec un vieux lit et un bureau encombré. J'ai verrouillé la porte, je me suis assis sur le lit, le cœur battant la chamade. Mes mains tremblaient en sortant l'enveloppe de mon sac à dos. Du salon, le rire résonnait encore, un cruel rappel de mon isolement. J'ai pris une profonde inspiration et je l'ai déchirée. À l'intérieur se trouvait une lettre de l'écriture douce de ma mère, ainsi qu'une vieille photographie d'un jeune homme inconnu, aux traits fins, aux cheveux noirs de jais et au sourire confiant. J'ai commencé à lire, chaque ligne coupant comme une lame. Dans la lettre, Rose avouait une vérité qui avait été cachée toute ma vie. Je n'étais pas le fils biologique de Grant Miller, l'homme que j'avais appelé père pendant plus d'une décennie. Les mots m'ont frappé comme la foudre. Elle expliquait. Il y a des années, elle avait été femme de chambre pour la famille Kingsley, l'une des dynasties les plus riches et les plus puissantes de l'industrie du tourisme et des complexes hôteliers. Elle travaillait dans leur domaine principal en Utah, entourée de complexes de luxe. Pendant qu'elle y était employée, Rose et le jeune héritier, Robert Kingsley, sont tombés amoureux en secret. Elle le décrivait comme ambitieux et gentil, mais lié par le devoir familial. Ils se rencontraient dans des moments cachés, en fin d'après-midi au bord du lac sur le domaine, se chuchotant leur amour entre ses heures de travail. Mais lorsqu'elle est tombée enceinte de moi, la famille Kingsley a découvert l'affaire. Les parents de Robert, des personnalités puissantes avec un vaste empire commercial, sont intervenus immédiatement. Utilisant de l'argent, des menaces et des avocats, ils ont tout rompu. Elle a été renvoyée. Tout contact a été interdit, et il lui a été interdit de revenir ou de contacter Robert. Ils t'ont appelé une tâche, une erreur, écrivait-elle, son écriture tremblante. En échange, les Kingsley ont accepté d'envoyer à Rose une allocation mensuelle pour élever l'enfant, moi. C'était leur façon de résoudre le scandale et de protéger la réputation de la famille. Ma mère est partie tranquillement, portant son enfant à naître dans un secret qu'elle ne pourrait jamais révéler. Elle a écrit sur son voyage solitaire à Denver, son mariage avec Grant, un homme gentil mais ordinaire qu'elle a rencontré par hasard, espérant qu'il m'aimerait comme le sien. Mais la vie ne s'était pas déroulée ainsi. À la fin de la lettre, Rose implorait mon pardon pour m'avoir laissé grandir dans l'ombre de la vérité. Je t'aime, Marc. Je n'ai jamais voulu que tu souffres, mais je n'avais pas d'autre choix.
Cette photographie est celle de ton père, Robert Kingsley. Retrouve-le si jamais tu as besoin d'aide. C'est un homme bon, seulement piégé par sa famille. Chaque mot martelait mon esprit. Ma respiration devenait laborieuse, ma poitrine serrée comme si elle était comprimée par une bande de fer. La lettre a glissé de mes mains tremblantes et est tombée sur le sol. Soudain, chaque souvenir d'enfance, la mort de ma mère, la froideur de la famille, tout s'est mis en place avec une clarté glaçante. La façon lasse dont Grant me regardait. Maintenant, je comprenais, il avait toujours su que je n'étais pas le sien. Le mépris constant de Suzanne. Elle me détestait parce que j'étais un rappel vivant du passé. Le chouchoutage de Lucas. Il était le vrai fils de sang. Tout formait une image horrible et parfaitement cruelle. Je suis resté figé dans ma chambre, les yeux fixés sur les derniers mots de ma mère. En une soirée d'anniversaire, le monde que je connaissais s'est entièrement effondré. L'homme que j'avais appelé père pendant plus d'une décennie était soudain un parfait inconnu. Et moi, à ce moment-là, je ne savais plus qui j'étais ni où j'appartenais. Étais-je encore Mark Miller ou le fils d'un lointain milliardaire? Je suis resté assis là pendant des heures, les larmes coulant silencieusement sur mon visage, mon esprit tourbillonnant de questions sans réponse. Après la nuit où j'ai lu cette lettre, j'ai vécu dans un état de confusion prolongée, comme si tout mon corps était submergé dans un brouillard épais et impénétrable. Chaque souvenir de la cruauté de Grant revenait en force sans relâche, refusant de me laisser un seul moment de paix. Une colère sourde a commencé à monter en moi, comme une petite flamme qui ne cessait de se propager, brûlant chaque pensée. Je voulais crier, prendre d'assaut le salon et confronter Grant sur le champ. Tu savais tout, n'est-ce pas? Tu m'as menti toutes ces années. Mais j'ai choisi le silence. Je n'ai montré aucun signe de quoi que ce soit d'inhabituel. Je savais que si j'explosais maintenant, tout volerait en éclats et je n'étais pas prêt. J'avais besoin de temps pour digérer, pour planifier. J'ai donc continué à vivre dans cette maison comme si je n'avais jamais découvert ce secret bouleversant. Chaque jour, je me réveillais toujours à 5 heures du matin, balayais les sols poussiéreux, faisais la lessive, préparais le petit déjeuner pour toute la famille, puis me dépêchais d'aller à l'école à vélo. Je baissais toujours la tête quand Grant aboyait, « Dépêche-toi, espèce de fainéant bon à rien ». Je restais silencieux quand Suzanne ricanait, « Tu es si inutile. Comment survivras-tu un jour dehors ?» Je regardais Lucas jouer avec ses nouveaux jouets sans laisser transparaître de jalousie sur mon visage. De l'extérieur, j'étais calme comme une machine, des sourires forcés si nécessaire, des réponses monotones lorsqu'on me parlait. Mais à l'intérieur, mon esprit tournait sans cesse autour de la lettre de ma mère et de la photographie de cet étranger. Je les cachais sous mon oreiller, et chaque nuit, quand la maison devenait silencieuse, je les sortais et les regardais fixement. Le visage de Robert Kingsley sur la photo, jeune, confiant, me faisait me demander, est-ce qu'il me ressemble? Se souvient-il de maman? Sait-il même que j'existe? Ces questions me hantaient. Mon sommeil est devenu agité, rempli de cauchemars. Le temps passait dans ce tourment silencieux, jour après jour, comme une rivière lente mais implacable. Je me suis forcé à me concentrer sur mes études, sachant que c'était ma seule issue. J'ai passé des heures à la bibliothèque de l'école, non seulement pour faire mes devoirs, mais aussi pour chercher secrètement tout ce que je pouvais sur la famille Kingsley. À l'époque, cependant, je n'osais pas creuser trop profondément. J'avais peur que la vérité soit trop immense, qu'elle m'avale tout entier. Puis est arrivé le jour où les résultats de l'université ont été annoncés. J'ai été accepté dans une université de Denver, pas la plus prestigieuse, mais une que je pouvais me permettre avec des bourses et des petits boulots. C'était la récompense de nombreuses nuits blanches à étudier sous une faible lampe de bureau. Je suis rentré à la maison, serrant la lettre d'acceptation, espérant même un seul mot d'éloge. Grant y a seulement jeté un coup d'œil. Alors, tu as été accepté? Bien. Maintenant, prends soin de toi. Suzanne a souri narquoisement. Ne pense pas que tu es spécial. Une fois que tu seras seul, tu verras à quel point c'est difficile. J'ai ravalé l'amertume, mais à l'intérieur, j'étais secrètement fou de joie. C'était ma chance de partir. J'ai demandé la permission de déménager pour mes études. Grant et Suzanne n'ont pas essayé de m'en empêcher. Ils avaient même l'air soulagés. Ils ont froidement déclaré qu'à partir de maintenant, je devais me débrouiller complètement seul. Plus de soutien financier, aucune aide d'aucune sorte. Tu es grand maintenant. Gère ta propre vie,
a dit Grant sans la moindre trace d'affection. Suzanne a ajouté, et ne revient pas ramper pour de l'argent. Mon départ a été discret. Pas d'adieu, pas de vœux de bonne chance. Un matin de fin d'été, j'ai emballé mes quelques affaires, une poignée de vieux vêtements, mes livres et la lettre de ma mère dans une valise bon marché, puis je suis parti à vélo de cette maison de banlieue de Denver. Pas d'étreinte, pas d'adieu. J'ai regardé la maison une dernière fois, le cœur serré, mais je n'ai ressenti aucun regret. C'est là que j'avais grandi, mais ça n'avait jamais été ma maison. J'ai emménagé dans une minuscule chambre louée près du campus. Exiguë, avec des murs moisis, un lit en fer qui grinçait et une mini-cuisinière à gaz. J'ai commencé une vie complètement indépendante. Travaillant à temps partiel dans un café pour payer le loyer, achetant la nourriture la moins chère, étudiant tard dans la nuit. Pour la première fois, j'ai goûté à la liberté. La liberté de respirer, de penser, d'agir sans être surveillé et jugé. Avec ce premier goût de liberté, j'ai finalement décidé d'enquêter sur ce qui était écrit dans la lettre. Plus besoin de me cacher, j'ai passé des heures à la bibliothèque de l'université et dans les cybercafés voisins. En utilisant le nom Kingsley, j'ai recherché les registres des entreprises et les archives de presse en ligne. J'ai tapé « Famille Kingsley »,« Robert Kingsley »,« Kingsley Tourisme Corporation ». Les résultats ont déferlé comme un raz-de-marée. Des articles sur leur colossal empire hôtelier et de villégiature, des propriétés de luxe en Utah, des chaînes à travers l'Europe et l'Asie, des milliards de revenus annuels, des projets immobiliers glamour. J'ai vu des photos de Robert, maintenant milliardaire, sur les couvertures des magazines économiques, son sourire confiant identique à celui de la vieille photographie. J'ai commencé à saisir l'ampleur de la chose. Pas seulement la richesse, mais un pouvoir réel avec des relations partout. Le contraste entre notre vie misérable, maman et moi survivant avec de maigres repas, des vêtements rapiécés encore et encore, et l'opulence des Kingsley m'a glacé le sang. Assis devant l'écran de l'ordinateur, les mains tremblantes, j'ai pensé, comment maman a-t-elle survécu à ça? Pourquoi a-t-elle dû tant souffrir? Je me suis souvenu de ma propre enfance privée de tout. Des Noëls sans cadeaux, des anniversaires oubliés, des fois où j'étais malade et devais acheter des médicaments moi-même parce qu'il n'y avait pas d'argent pour un médecin. Et je me suis demandé si cette allocation mensuelle existait vraiment. Où était-elle passée? La lettre de maman mentionnait des paiements réguliers des Kingsley pour m'élever. Pourtant, je n'en avais jamais vu un seul centime. Grant le savait-il et avait-il tout gardé? Cette pensée m'a tenu éveillé la nuit. J'ai commencé à rassembler les plus petits indices de la vieille maison. Des papiers que j'avais aperçus en regardant furtivement les documents de Grant. D'étranges reçus qu'il cachait soigneusement. Maintenant que j'étais parti, j'avais besoin d'un vrai plan. Un jour, j'ai appelé à la maison avec une fausse excuse, disant que je devais récupérer de vieux livres, juste pour rester en contact. Grant a grommelé, « Ouais, d'accord. Viens demain. » Suzanne et moi serons absents toute la journée pour une réunion. J'ai raccroché, le cœur battant la chamade. C'était une occasion rare. J'ai pris une demi-journée de congé du café, prétendant être malade. Je suis retourné à la vieille maison à vélo en plein jour, le soleil éclatant, mais le vent d'automne toujours vif. Mon cœur s'est emballé en arrivant, la même clôture en bois pourri, la pelouse inégale. J'ai vérifié que personne n'était à la maison, puis je me suis glissé par la porte arrière en utilisant la clé de rechange que j'avais cachée des années auparavant sous un pot de fleurs. Je me suis faufilé dans le bureau de Grant, une pièce qu'il gardait toujours verrouillée, mais aujourd'hui, elle était négligemment laissée entr'ouverte. Mon cœur avait l'impression qu'il allait sortir de ma poitrine. Mes paumes étaient moites. J'ai ouvert le tiroir de chevet où il gardait les papiers importants et j'ai trouvé une épaisse pile de reçus de retrait bancaire mensuel ainsi que la procuration que ma mère avait signée avant de mourir. Je les ai feuilletés, respirant fort. Les reçus d'avant la mort de maman portaient son nom et sa signature. Des virements réguliers d'environ $2000 chaque mois. Mais après son décès, le nom a changé pour celui de Grant. Sa signature, les dates correspondant parfaitement aux années où j'ai grandi dans la pauvreté. J'ai tout photographié avec mon téléphone bon marché, les mains tremblant tellement que j'ai dû refaire plusieurs clichés. Puis je suis sorti de la maison et je suis retourné à ma chambre à vélo, l'esprit en ébullition. Cette nuit-là, de retour dans ma minuscule chambre louée, j'ai tout étalé sur la petite table en bois sous la lumière vacillante du néon. J'ai pris des notes, croisant chaque date. Et la vérité a émergé.
Les retraits correspondaient aux moments exacts où Grant a acheté une Ford neuve et brillante quand j'avais 8 ans, a remplacé les meubles du salon par des pièces coûteuses, a acheté à Suzanne des bijoux en or étincelant qu'elle aimait exhiber, et a payé l'école privée de Lucas, ses jouets de luxe et les vacances en famille auxquelles je n'ai jamais été inclus. Assis là, entouré de ces papiers, la rage martelait ma poitrine. J'ai finalement compris, après la mort de maman, Grant avait volé chaque dollar qui m'était destiné et l'avait dépensé pour sa nouvelle famille. Pas une seule fois il ne l'a utilisé pour mes livres, mes vêtements ou mon avenir. Il m'avait volé mon enfance, m'avait transformé en serviteur tout en vivant de l'argent qui m'appartenait de droit. Dans cette chambre exiguë, au milieu des reçus éparpillés sur la table, j'ai enfin vu clairement qui était mon véritable ennemi. Grant n'était pas seulement un beau-père froid. C'était un menteur, un voleur. Et pour la première fois de ma vie, j'ai pris une décision ferme. Je retrouverai l'homme sur la photographie, mon vrai père. Non pas pour mendier de l'argent, mais pour exiger justice et découvrir où j'appartenais vraiment. Après toutes ces découvertes, je n'avais plus aucun doute sur ma véritable identité. J'étais le fils de Robert Kingsley, pas celui de Grant Miller. Pourtant, une autre peur a commencé à s'insinuer, furtive et sournoise comme une ombre. Et si mon père biologique refusait de me reconnaître? Et si l'histoire se répétait exactement comme avec ma mère? Elle avait été bannie de la famille, complètement coupée. Serais-je, moi, l'enfant né d'une erreur, maintenant à nouveau relégué en marge? Cette pensée m'a fait hésiter, me tenant éveillé sur le lit en fer qui grinçait, fixant le plafond taché de moisissures. J'imaginais Robert me regardant avec des yeux froids et disant « Qui êtes-vous ? Je ne vous connais pas, ou pire, il nierait tout et ferait en sorte que la sécurité m'entraîne comme un imposteur. » La peur n'était pas une douleur physique. C'était la terreur du rejet final. La crainte de n'appartenir vraiment nulle part. J'ai trouvé les coordonnées sur le site web de l'entreprise, relations avec les médias, ressources humaines, même le bureau de la direction. J'ai écrit des emails plus détaillés, joignant un scan de la vieille photographie et quelques lignes de la lettre de ma mère. Je suis le fils de Rose Miller. Je dois rencontrer monsieur Robert Kingsley pour clarifier la vérité. Je les ai envoyés tard dans la nuit, quand la chambre louée était silencieuse, à l'exception du crépitement de la pluie sur le toit en tôle. Mais chaque message a disparu dans le silence. Pas de réponse, pas d'appel. Ma boîte de réception est restée vide, comme si les mots que j'avais écrits n'avaient jamais existé. La déception s'est accumulée et j'ai commencé à me demander. Ne veut-il tout simplement pas savoir où quelqu'un me bloque-t-il? À peu près à la même époque, j'ai commencé à me sentir observé. Au début, ce n'était qu'une vague sensation. Des regards étranges de passants, une voiture garée plus longtemps que d'habitude dans la ruelle. Puis, en sortant du café tard le soir, j'ai remarqué un inconnu debout à l'entrée de ma ruelle. Un homme grand en manteau noir, fumant sous un lampadaire, les yeux scrutant furtivement dans ma direction. La première fois, j'ai pensé que c'était mon imagination. La deuxième et la troisième fois, j'en étais certain. Mon cœur s'est emballé sur le chemin du retour. Je marchais vite, jetant des regards par-dessus mon épaule. Qui me suivait? La Kingsley Corporation. J'ai double verrouillé ma porte, tiré les rideaux, mais le sommeil est resté agité. Cette peur a rendu tout plus tendu, comme si je jouais une partie d'échecs dangereuse contre un adversaire caché dans l'ombre. Puis un matin, alors que j'ouvrais la porte pour aller en cours, une simple enveloppe blanche était coincée en dessous. Pas d'expéditeur, pas de timbre, pas d'adresse. Mes mains tremblaient en la ramassant. C'était comme tenir une grenade dégoupillée. À l'intérieur se trouvait un seul petit bout de papier tapé en lettres froides. Enterre le passé et vis tranquillement, sinon tu disparaîtras. La menace m'a frappé comme un coup de poing au visage. J'ai réalisé que ma recherche de la famille Kingsley avait été découverte. Quelqu'un au sein de l'organisation avait intercepté mes emails et voulait que la vérité soit réduite au silence pour toujours. J'ai pensé à Robert. Le savait-il ou était-ce l'œuvre d'autres membres de la famille? La peur a surgi, me tentant d'arrêter, d'oublier tout et de vivre une vie normale. Mais ensuite, j'ai regardé la photographie que ma mère avait laissée, ses yeux pleins d'espoir. Non, je ne pouvais pas. J'ai aussi compris clairement que si j'abandonnais maintenant, je passerais le reste de ma vie comme une ombre sans racines, sans justice. Je continuerais à trimer pendant que Grant et sa famille vivraient confortablement de mon argent, tandis que je lutterais dans une chambre moisie. Non, je devais aller jusqu'au bout.
J'ai décidé de louer une voiture et de partir immédiatement. J'ai économisé chaque centime supplémentaire de mon travail, loué une vieille voiture cabossée dans un garage près du campus, et j'ai fourré quelques vêtements de rechange et toutes les preuves dans une valise. Destination, Salt Lake City, Utah, siège de la Kingsley Corporation. Un voyage de plus de 800 km à travers des autoroutes désolées et des montagnes imposantes. J'ai conduit toute la nuit, le cœur battant à chaque panneau de signalisation. Suis-je imprudent, me suis-je demandé, mais je n'ai pas fait demi-tour. Quand l'aube s'est levée et que Salt Lake City est apparu, ses gratte-ciels scintillant sous le soleil du matin, j'ai ressenti une étrange poussée de force, le pouvoir de la vérité. Quand je suis entré au siège de l'entreprise, une tour de verre moderne et imposante au centre-ville, mon cœur battait comme des tambours de guerre. Le hall était vaste, sol en marbre poli, personnel en uniforme allant et venant. Je me suis approché de la réception, serrant l'enveloppe de preuves, essayant de garder ma voix stable. Je dois voir monsieur Robert Kingsley. C'est une affaire personnelle très importante. Mais avant que je puisse expliquer davantage, la sécurité m'a arrêté. Deux grands hommes en costume noir se sont avancés. Désolé, monsieur. Vous n'avez pas de rendez-vous. Veuillez partir. J'ai réessayé. Je suis son fils. J'ai des preuves. Ils ont simplement secoué la tête et posé leurs mains sur mes épaules. À ce moment-là, une femme d'âge moyen est sortie de l'ascenseur, suivie d'un jeune homme. Elle était grande, les cheveux blonds platine en un chignon sévère, portant un costume coûteux. Catherine Kingsley, la femme de Robert. À côté d'elle se trouvait Finlay Kingsley, leur fils légitime. Son visage ressemblait à celui de Robert, mais était rempli d'arrogance. Les yeux de Catherine sont devenus glacials dès qu'elle m'a vu, comme si j'étais quelque chose de sale traîné de la rue. Elle s'est approchée et a immédiatement déchaîné un torrent d'insultes sur les origines de ma mère. Sa voix aiguë résonnant dans le hall. « Qui es-tu ? Le fils de cette femme de chambre, Rose Miller ? Cette vieille affaire est une tache sur cette famille. » Je suis resté figé, le sang me montant au visage. Elle m'a publiquement humilié, déclarant que je n'étais que le résultat honteux d'une erreur et que je n'avais pas le droit de mettre les pieds ici. « Tu penses que tu mérites de le rencontrer ? Un moins que rien sans le sou de Denver qui rêve d'une vie meilleure. » Finlay a ri avec mépris, se moquant de moi comme d'un imposteur, un pauvre misérable poursuivant des chimères. Il a ricané que même si je m'agenouillais ici toute la journée, je ne ferais jamais partie de la famille Kingsley. Leur venin s'est déversé sur moi au milieu du hall bondé. Le personnel s'est arrêté pour regarder. Les visiteurs ont chuchoté. Catherine a hurlé, « Sors d'ici, bâtard. Ce n'est pas ta place. » Puis elle a froidement ordonné à la sécurité de me traîner dehors comme un fauteur de troubles. Ils m'ont saisi les bras et m'ont poussé vers les portes. Avant d'être jeté dehors, ils m'ont ouvertement menacé, « Si tu te montres à nouveau, tu ne disparaîtras pas seulement légalement. Tu disparaîtras pour de bon. » Ces mots m'ont coupé comme des couteaux, me glaçant jusqu'aux os. J'ai été repoussé sous les regards indifférents du personnel et des invités. À ce moment-là, j'ai compris. Catherine et Finlay étaient derrière toute la surveillance et les menaces, essayant de me réduire au silence pour toujours. Ils savaient pour moi depuis les emails et voulaient que je sois effacé, tout comme ils avaient effacé ma mère. Juste au moment où les lourdes portes de verre allaient se refermer sur mon visage, une voix profonde et autoritaire a retenti de l'intérieur du hall. « Arrêtez. Laissez-le partir. » Ces pas ont fait geler tous les gardes de sécurité, leurs mains tombant de mes bras. Catherine et Finlay sont devenus d'une pâleur mortelle à l'unisson. L'homme qui est apparu était Robert Kingsley, grand, aux cheveux argentés, aux traits fins, exactement comme sur la photographie. Il s'est avancé, ses yeux me balayant, et le temps a semblé s'arrêter. Mon cœur battait sauvagement. C'était mon père, et il était juste là. Je suis resté figé alors que l'homme apparaissait dans le hall. Chaque ligne de son visage correspondait presque parfaitement à la personne sur la photographie que ma mère avait laissée. La seule différence était l'aura glaciale et autoritaire qu'il dégageait, comme un roi sortant d'un palais de verre. J'avais regardé cette photo des centaines de fois dans ma chambre louée exiguë sous la lumière vacillante du néon, me demandant quel genre d'homme il était. Maintenant, il se tenait juste devant moi, assez réel pour être touché. L'air dans le hall est soudainement devenu lourd, comme si tout le monde retenait son souffle, attendant une explosion. Le personnel a interrompu ses tâches. Les visiteurs se sont figés sur place, et Catherine a balbutié, « Robert, que fais-tu ?
Mais il ne lui a même pas jeté un regard. Ses yeux étaient fixés uniquement sur moi. À cet instant, j'ai su sans le moindre doute que c'était mon vrai père. Il n'y avait plus de place pour l'incertitude. La ressemblance n'était pas seulement physique. C'était dans sa façon de se tenir, solide et immuable comme une montagne. J'ai crié son nom, ma voix tremblante mais résolue, résonnant dans le vaste hall. Monsieur Robert Kingsley. Je suis le fils de Rose Miller. Au moment où son nom a quitté mes lèvres, Robert s'est figé. Son regard s'est verrouillé sur le mien, son expression s'assombrissant comme si un souvenir longtemps enfoui avait soudainement été arraché à la surface. L'atmosphère dans le hall est devenue suffocante de tension. Robert a immédiatement fait signe à tous les gardes de sécurité de se retirer. Sa voix était brève et absolue. Laissez-le partir. Tout le monde a reculé. Les gardes ont hésité une seconde, puis ont obéi, se retirant comme des ombres. Il a marché lentement vers moi, les yeux ne quittant jamais mon visage, étudiant chaque détail. Chaque pas résonnait sur le sol en marbre, faisant battre mon cœur plus fort. Il s'est arrêté à quelques pas et a demandé d'une voix basse et délibérée, « Qu'est-ce que tu viens de dire? Le fils de Rose Miller ?» J'ai hoché la tête, les mains tremblantes en tendant l'enveloppe contenant la lettre de Rose et la photographie. Ceci. C'est la lettre de ma mère. Il y a votre photo à l'intérieur. Il l'a prise. Ses doigts tremblaient légèrement, juste un petit geste, mais cela m'a dit qu'il n'était pas fait de pierre. Dès que les yeux de Robert sont tombés sur la photographie et l'écriture familière, son visage a complètement changé. Le masque sévère et autoritaire s'est adouci. La main tenant la lettre a tremblé. Sa respiration s'est ralentie pendant plusieurs secondes angoissantes. Je l'ai regardé la parcourir, puis la lire plus attentivement, ses yeux s'embrouillant d'une émotion que je n'aurais jamais pensé voir chez un homme d'un tel pouvoir. Le hall entier est devenu silencieux comme la mort, comme si tout le monde assistait à une pièce de théâtre tragique. Catherine s'est avancée, la voix aiguë. « Robert, ne crois pas à cette fausse lettre. C'est un escroc. » Finlay a crié, « Papa, appelle la police. Il n'est là que pour extorquer de l'argent. » Mais Robert les a coupés froidement. « Emmenez-le à mon bureau, maintenant. » Catherine et Finlay ont immédiatement protesté plus fort, insistant sur le fait que j'étais fou, un imposteur. Il invente tout. Un gamin fauché de nulle part qui rêve de voler notre fortune, a hurlé Catherine, son visage rouge de rage. Finlay a juré. « Papa, ne te laisse pas avoir. Ce n'est pas ton fils. » Ils ont continué à exiger que la sécurité me jette dehors sur le champ. Catherine a pointé un doigt accusateur sur mon visage. Finlay a essayé de saisir le bras de Robert, mais Robert ne s'est pas retourné, ne leur a pas répondu. Il a simplement répété son ordre, la voix comme de la glace. Ce rejet absolu a laissé Catherine et Finlay stupéfaits, sans voix, la bouche bée, les yeux écarquillés de choc et de peur. Ils sont restés là comme des statues pendant que les gardes m'escortaient avec Robert vers l'ascenseur privé. L'ascenseur est monté au dernier étage dans un silence total. Je pouvais entendre mon propre rythme cardiaque. Robert se tenait à côté de moi sans parler, mais je sentais la tension qui émanait de lui. Ses épaules étaient rigides, sa respiration plus profonde. Les portes se sont ouvertes sur un vaste bureau, des fenêtres du sol au plafond donnant sur tout Salt Lake City. Un bureau en bois brillant, de luxueux fauteuils en cuir. Il a fait signe aux gardes de partir, puis a fermé la porte. Dès que nous avons été seuls, le masque froid sur le visage de Robert s'est complètement effondré. Il s'est dirigé droit vers moi et m'a serré dans une étreinte féroce. Sa respiration s'est saccadée. Tout son corps tremblait d'une émotion qui avait été réprimée pendant près de 20 ans. L'étreinte était assez forte pour me couper le souffle. Pourtant, elle portait une chaleur que je n'avais jamais connue. La joie, le regret et la douleur s'y mêlaient. Je l'ai senti dans la façon dont il me tenait, comme s'il avait peur que je puisse disparaître. Je suis resté rigide dans les bras de l'homme qui aurait dû être mon père il y a longtemps. Mon corps raide comme de la pierre. Mon cœur martelait. Je ne savais pas comment réagir. À l'intérieur de moi, tout s'est brisé en deux moitiés opposées. Une joie immense de voir enfin mon père, et une douleur profonde pour les longues années de solitude et d'abus qu'il n'avait jamais connues. Pour la première fois de ma vie, j'ai senti les bras de quelqu'un qui partageait mon sang. Pas Grant avec ses gifles, pas Suzanne avec ses ricanements, mais mon vrai père. L'homme que ma mère avait aimé et pour qui elle avait tout sacrifié.
Les larmes ont roulé sur mes joues, trempant la veste de son costume. Il a chuchoté, la voix brisée. Mon fils, je suis tellement désolé. Ces mots ont rompu la digue. J'ai éclaté en sanglots comme un enfant. Quand la tempête d'émotions s'est finalement calmée, nous nous sommes assis l'un en face de l'autre de part et d'autre du bureau. Robert a essuyé ses yeux, la voix toujours tremblante. Parle-moi de Rose. Comment va-t-elle maintenant? J'ai pris une profonde inspiration et j'ai commencé à tout lui raconter, comment ma mère est tombée malade, l'agonie qu'elle a endurée à l'hôpital, sa mort quand je n'avais que 6 ans, la vie misérable que nous avons menée à Denver. Je lui ai parlé de Grant, comment il a changé après la mort de maman, comment il a volé l'argent de l'allocation et les années où j'ai été traité comme un esclave, des corvées sans fin, des coups, une comparaison constante avec Lucas. Je lui ai montré les reçus détaillant chaque dollar dépensé pour de nouvelles voitures, des bijoux, des vacances, rien de tout cela n'étant jamais pour moi. Ma voix tremblait alors que les souvenirs affluaient. Les nuits où j'ai eu faim, les fois où on m'a traité d'inutile. Robert a écouté, son visage pâlissant. Les poings si serrés que les jointures sont devenues blanches. Il s'est effondré quand il a appris que Rose était partie depuis si longtemps. Des larmes ont coulé sur le visage de ce puissant milliardaire, une image que je n'aurais jamais pensé voir. Il m'a dit qu'après sa disparition, il l'avait cherchée désespérément, mais que toute trace avait été effacée par ses propres parents, utilisant des avocats et de l'argent pour tout enterrer. Je pensais qu'elle était partie parce qu'elle me détestait, a-t-il chuchoté, la voix épaisse de regret. Puis la douleur s'est transformée en fureur quand il a entendu comment son fils avait été traité, ses yeux ont flamboyé de rouge, sa voix un grognement sourd. Grant Miller. Il a osé faire ça à mon fils. Je vais le détruire. Il s'est levé, frappant du poing sur le bureau, le visage rouge de rage. Je l'ai retenu, la voix stable. Papa, non. Je veux les affronter moi-même une dernière fois. C'est ainsi que je clôturerai ce chapitre. Robert m'a regardé pendant un long moment. La colère dans ses yeux a lentement cédé la place à l'admiration. Il a compris le sens de mon choix. Revenons à l'époque où j'avais 20 ans, après cette confrontation dramatique avec Grant la nuit de Noël. J'étais assis dans la voiture avec Robert. Le convoi de VUS noir brillant glissait doucement sur l'autoroute de Denver vers l'Utah. Le vent neigeux fouettait toujours les vitres. L'intérieur était silencieux, rompu seulement par le ronronnement régulier du moteur et notre respiration. Robert était assis à côté de moi, son visage portant encore des traces de l'émotion de l'étreinte au siège. Il s'est tourné vers moi, la voix basse et chaleureuse. Mon fils, viens à la maison avec moi, au domaine. Tu pourras y vivre, travailler à la corporation. Je rattraperai tout ce que tu as perdu. L'offre m'a serré la poitrine. Une nouvelle vie, luxueuse, avec mon vrai père à mes côtés. Mais j'ai secoué la tête, la voix ferme. Papa, merci. Mais je veux rester à Denver et finir mes études. Tout s'est passé si vite. J'ai besoin de temps pour m'installer. Robert m'a regardé, une lueur de tristesse dans les yeux. Il aspirait à compenser immédiatement toutes ces années perdues. Il a soupiré. Je comprends. Tu as été fort tout seul pendant si longtemps. Je respecte ta décision. Il a posé une main sur mon épaule et nous avons continué le voyage en silence. Pourtant, le lien entre père et fils avait déjà commencé à se former. Robert a déclaré qu'il couperait immédiatement chaque dollar que Grant avait jamais volé, l'allocation mensuelle de la famille Kingsley. Je vais arrêter toutes les transactions et poursuivre cette famille en justice, a-t-il dit, la voix pleine de résolution. Je n'ai ni applaudi ni objecté. J'ai simplement accepté qu'à partir de maintenant, tout serait réglé par la loi. Plus de confrontations émotionnelles, seulement des preuves, des avocats et des verdicts. Dans les jours qui ont suivi, j'ai repris ma vie d'étudiant à Denver. Mais tout était différent. Plus de services tardifs épuisants au café. Plus de soucis de loyer ou de repas maigres. Robert m'a fourni un soutien financier discret, des virements réguliers, rien d'ostentatoire, mais assez pour que je puisse me concentrer entièrement sur mes études pour la première fois de ma vie. Je me suis assis dans la bibliothèque de l'université, entouré de livres. Plus distrait par les corvées ou les problèmes d'argent. Les cours sont devenus plus faciles. Mes amis ont remarqué le changement. Tu as l'air en meilleure santé, Marc. J'ai souri mais n'ai rien dit. À l'intérieur, j'attendais avec anxiété que la convocation parvienne à Grant pour le procès.
les avocats de mon père ont rapidement tout rassemblé, les reçus bancaires, la procuration de ma mère, l'historique complet des transactions du domaine Kingsley. Ils ont travaillé vite, ont rempli les papiers et ont officiellement intenté une action en justice contre Grant et sa famille pour des années de détournement de fonds de soutien à un mineur. La plainte était irréfutable, étayée par des preuves solides. Chaque retrait mensuel que Grant a effectué après la mort de maman, dépensé pour des luxes personnels au lieu de moi. Les convocations ont été livrées les unes après les autres au domicile des Miller. Je pouvais l'imaginer. Grant ouvrant l'enveloppe et devenant cendré. Suzanne paniquant. Lucas stupéfait. Ils m'ont appelé plusieurs fois, la voix tremblante. Marc, que se passe-t-il? Ce doit être un malentendu, non? J'ai répondu froidement. Parlez à votre avocat. Mon silence les terrifiait davantage, et j'ai ressenti une satisfaction tranquille. Pas de la vengeance, mais la justice qui approchait. Un soir, environ 2 semaines après cette fatidique nuit de Noël, je venais de rentrer dans ma chambre louée après les cours lorsque la porte s'est soudainement ouverte en grand. Grant, Suzanne et Lucas se tenaient là, l'air hagard et frénétique. Toute trace de leur arrogance passée avait disparu. Grant était décharné, les yeux cernés de noir, son costume froissé. Le maquillage de Suzanne était maculé, ses cheveux en désordre. Lucas était pâle comme la mort, ses vêtements négligés. Ils sont entrés, ont fermé la porte, et Grant a parlé d'une voix tremblante. Marc, nous devons parler. Ils ont imploré mon pardon, m'ont supplié de demander à Robert de les épargner. Suzanne a sangloté. Marc, je suis désolé. S'il te plaît, ne nous envoie pas en prison. Lucas a balbutié. Marc, je sais que j'ai eu tort. S'il te plaît, demande à Monsieur Kingsley de laisser notre famille vivre. Ils sont tombés à genoux, agrippant mes mains avec désespoir. J'ai regardé calmement les visages qui avaient tourmenté mon enfance. Les gifles de Grant. Les ricanements de Suzanne. Les rires moqueurs de Lucas. Mon cœur s'est serré, non pas de pitié, mais du flot de souvenirs. J'ai parlé d'une voix stable. Vous devez faire face aux conséquences de ce que vous avez fait. Maintenant, partez. Ils ont pleuré et supplié encore, mais j'ai ouvert la porte et je les ai poussés dehors. Quand elle s'est refermée, je me suis effondré sur le lit, respirant fort. C'était la dernière fois que je les voyais avant le procès. Et à ce moment-là, j'ai réalisé que j'étais devenu plus fort que jamais. Le procès s'est déroulé rapidement, les preuves étant indéniables. Le tribunal de Denver était bondé. Parents, journalistes, curieux. La tension remplissait l'air. Les chuchotements se sont répandus lorsque les avocats de Robert ont présenté les reçus, les registres de transactions et mon témoignage. J'ai pris la parole en tant que témoin, racontant chaque année d'exploitation et de vol. Tandis que la salle écoutait en silence, ma voix était stable, mais lourde d'émotion. On m'a fait faire toutes les tâches ménagères depuis que je suis enfant, j'ai été battu, affamé. L'argent qui m'était destiné a été dépensé pour eux pendant que je devais me débrouiller seul. Les gens ont écouté, certains ont essuyé des larmes. Grant me regardait avec un remords tardif, mais je n'ai pas croisé son regard. Chaque acte de détournement de fonds a été mis à nu en public. Comment Grant a retiré les fonds après la mort de ma mère, les a dépensés pour de nouvelles voitures, des bijoux, des vacances, pendant que je vivais dans le dénuement. Grant était assis sur le banc des accusés, la tête baissée, essayant de nier, mais son avocat n'avait aucune défense solide. La famille Miller a reçu la punition qu'elle méritait. Le tribunal a déclaré Grant Miller coupable de détournement de biens confiés et d'abus financiers à long terme sur un mineur. 12 ans de prison, condamné à rembourser la totalité du montant volé, plus les intérêts, et tous les biens acquis avec des fonds illicites, y compris la maison, saisie. Il s'est effondré sur son siège, les mains couvrant son visage alors que la sentence était lue. Suzanne Miller a été condamnée en tant que complice pour avoir dissimulé le crime et en avoir profité illégalement. 5 ans de prison avec sursis et probation, condamnée à remettre tous les biens personnels provenant de l'argent volé, les bijoux en or, les meubles de luxe. Elle a gémi, suppliant le juge, je ne savais rien. Mais les preuves ont prouvé qu'elle savait et en avait bénéficié. Lucas Miller a été reconnu coupable d'avoir sciemment profité illégalement. Il était assez âgé pour comprendre. 3 ans de prison avec sursis, interdiction de gérer des finances pendant 5 ans, et condamné à effectuer des travaux d'intérêt général. Il est resté figé, le visage blanc,
l'arrogance complètement disparue. Tous les comptes bancaires liés à la famille ont été gelés sur le champ. La propriété des biens a été transférée pour me dédommager conformément à la décision. Le juge a frappé de son marteau. Le son a retenti comme une condamnation à mort pour leur passé. Grant s'est complètement effondré sur le banc des accusés. Suzanne a éclaté en sanglots hystériques, s'agrippant à Lucas. Il est resté hébété devant la vérité irréversible. Quand le procès s'est terminé, je suis sorti du palais de justice seul, sans regarder en arrière. Clôturant officiellement le dernier chapitre de ma vie en tant que Miller. Le soleil de Denver brillait de mille feux, une brise fraîche soufflait, et je me sentais vraiment libre. J'ai appelé Robert. C'est fini, papa. Tout est vraiment fini. Il a répondu, à partir d'aujourd'hui, tu vis pour toi. Je suis si fier de toi. J'ai souri faiblement. Un chapitre douloureux s'était refermé, et un nouveau voyage avait vraiment commencé. 3 ans se sont écoulés depuis cette fatidique nuit de Noël où j'avais 20 ans. Le temps a coulé comme une rivière calme mais turbulente, me transportant de Denver à l'Utah, d'un étudiant en difficulté à un homme trouvant progressivement sa juste place. J'ai terminé mes études universitaires avec le soutien discret de Robert, des virements bancaires réguliers, jamais ostentatoires, juste assez pour que je puisse me concentrer entièrement sur mes études sans me soucier de la faim ou du loyer. Le jour de la remise des diplômes, je me tenais sur la scène, recevant mon diplôme sous le soleil d'été éclatant tandis que mes amis applaudissaient bruyamment. Robert était assis au premier rang, souriant discrètement, mais il ne s'est pas précipité pour me serrer dans ses bras comme les autres pères. Au lieu de cela, il a attendu à la sortie et a posé une main sur mon épaule. « Félicitations, mon fils. Maintenant, il est temps de rentrer à la maison, mais pas en tant que mon fils. Je veux que tu rejoignes la Kingsley Corporation en tant qu'employé ordinaire et que tu prouves ta vraie valeur. » Ces paroles m'ont surpris, mais j'ai hoché la tête. J'ai compris. Il voulait que je marche de mes propres pieds, pas que je m'appuie sur des liens de sang ou de la pitié. C'était sa façon de m'élever, et j'ai accepté le défi. Juste après l'obtention de mon diplôme, j'ai déménagé en Utah et je me suis installé dans un modeste appartement près du siège, au lieu du somptueux domaine familial. Même avec un diplôme avec mention en poche, l'environnement brutal de la Kingsley Corporation m'a rapidement montré le fossé immense entre la théorie des manuels et le monde des affaires réelles. Projet à haute pression, rythme incessant, réunion de l'aube au crépuscule, délai à quelques jours d'intervalle, et des normes si strictes qu'une seule erreur pouvait faire s'effondrer tout un plan. J'ai commencé comme simple chargé de développement de projet avec un salaire de débutant standard et aucun privilège. Les premiers mois ont failli me briser. Nuit blanche à analyser des données, à courir pour rencontrer des partenaires et à faire face à mes premiers échecs. Un projet de complexe hôtelier a pris du retard à cause de mes coûts mal calculés, et mon patron m'a passé un savon. Mon cœur battait la chamade chaque fois que j'entrais en réunion. Mes mains tremblaient en présentant des idées. Catherine, la femme de Robert, la vice-présidente aux cheveux blonds platine et aux yeux de glace, seconde seulement après lui en pouvoir, n'a jamais caché son mépris. Elle me confiait délibérément des tâches quasi impossibles, analyser un nouveau marché en 48 heures, rédiger un plan d'expansion avec des données incomplètes, ou me jeter dans des présentations au conseil d'administration sans préavis. En réunion, elle rejetait mes propositions avec des remarques froides et cinglantes, truffées d'allusions à mes origines. Idée intéressante, mais peut-être qu'elle ne fonctionne que pour quelqu'un qui manque d'expérience du monde réel. Probablement encore en train de s'adapter à cette échelle. Ces mots coupaient comme des couteaux, les collègues chuchotaient, et je ravalais ma colère pour rester silencieux. Finlay, le fils légitime de Robert, quelques années plus jeune que moi et arrogant comme un prince, me sapait dans mon dos. En tant que directeur du marketing, avec ses cheveux gominés et son faux sourire, il sautait sur mes moindres erreurs pour répandre la calomnie, chuchotant que je n'étais que le bâtard qu'ils avaient ramassé ou faisant circuler des emails internes exagérant mes erreurs. Une fois, il s'est effrontément attribué le mérite d'une stratégie d'expansion de chaîne hôtelière en Californie sur laquelle j'avais travaillé d'arrache-pied pendant 3 semaines, épluchant chaque page de données, disséquant chaque chiffre jusqu'à l'épuisement. Pourtant, en réunion, il s'est levé et a calmement déclaré, ce plan était ma proposition. J'étais assis là, stupéfait, le sang me montant au visage, mais j'ai choisi le silence. Pas un seul mot de protestation. Pourtant, j'ai serré les dents et j'ai tout enduré. Jamais je n'ai élevé la voix, jamais je ne me suis disputé publiquement. J'ai simplement observé, appris et je me suis amélioré. Pendant que les autres se reposaient le week-end,
je m'enterrais dans la bibliothèque de l'entreprise, dévorant des documents sur la gestion de projet, la finance et les opérations. Pas à pas, j'ai révisé les plans. J'ai gagné des partenaires, j'ai contré chaque complot avec des résultats qu'ils ne pouvaient pas nier. Projet après projet, ma capacité est devenue indéniable. D'abord sont venues de petites victoires. Un rapport d'analyse qui a réduit les coûts d'exploitation de 10% au complexe de l'Utah, me valant un signe de tête de mon patron. Puis de plus grandes. Ma proposition d'expansion du marché a obtenu un partenaire majeur, augmentant les revenus trimestriels de 20%. Les chiffres ne mentent pas. Les collègues ont commencé à solliciter mon avis. D'isolé, déjeunant seul, assis dans le coin du bureau, j'ai progressivement gagné la confiance de la haute direction et de mes équipes directes. Un collègue plus âgé m'a tapoté l'épaule. « Tu te débrouilles très bien, Marc. Ne laisse pas les paroles de Catherine t'atteindre. » Robert observait silencieusement à distance, n'intervenant jamais directement, mais je savais qu'il était fier de la croissance quotidienne de son fils. Appel tardif. J'ai entendu parler de ton projet. Continue. Quand le moment a été venu, après 2 ans à faire mes preuves à travers une série de projets réussis, Robert a décidé d'organiser une présentation familiale officielle, me mettant pleinement en lumière. Le rassemblement de tout le clan Kingsley a eu lieu au domaine principal. Un immense manoir avec une grande salle en marbre, des lustres en cristal étincelant et de longues tables somptueusement dressées. Des dizaines de parents se sont rassemblés, tantes, oncles, cousins, tous impeccablement vêtus, chuchotant à mon entrée. Je suis entré, calme et posé, dans un costume noir sur mesure, les cheveux bien coiffés, mais j'ai quand même été accueilli par des regards scrutateurs et des murmures sur mes origines. C'est l'illégitime. Il a l'air convenable, mais a-t-il vraiment sa place ici, quand Robert s'est levé et a déclaré devant toute la famille, « Aujourd'hui, je vous présente Marc, mon fils biologique, avec Rose Miller. Il rejoindra la ligne de succession et partagera les responsabilités avec Finlay. » La salle est devenue silencieuse, puis a éclaté en chuchotement. Catherine s'est levée d'un bond pour protester, la voix aiguë. « Robert, tu as perdu la tête. Ce garçon est un étranger. L'introduire détruira l'ordre familial. Il n'a aucun droit à l'héritage. Né d'une femme de chambre, il rêve maintenant de tout prendre. » Finlay s'est également levé, se moquant ouvertement, le visage rouge de rage. « Papa, ne te laisse pas avoir. Marc est juste venu pour voler le mérite et le pouvoir. Il a eu de la chance sur quelques projets, c'est tout. Je suis le seul fils légitime. » Leurs mots m'ont profondément blessé. Le clan a chuchoté plus fort, les yeux fixés sur moi avec suspicion. Je suis resté là, le cœur battant la chamade, mais je n'ai rien dit, attendant Robert. Au milieu du chaos, la voix de Robert a tonné froidement. « Marc est mon héritier légitime. Quiconque refuse d'accepter cette décision sera immédiatement retiré de la famille et dépouillé de chaque centime d'héritage. » Ces paroles ont frappé comme la foudre. La salle s'est figée dans un silence stupéfait. Personne n'a osé s'opposer à lui ouvertement à nouveau. Catherine s'est effondrée sur sa chaise, le visage cendré. Finlay est devenu muet, les poings serrés. Je suis resté là, une sueur froide coulant le long de ma colonne vertébrale, mais une force a surgi en moi. La présentation s'est terminée dans un lourd silence. Pourtant, je savais que la vraie bataille ne faisait que commencer. Par la suite, la faction jalouse dirigée par Catherine et Finlay a secrètement conspiré pour me saboter derrière des contrats, des projets et des réunions à huis clos. Ils ont manipulé des données dans mes rapports, répandu des rumeurs selon lesquelles j'avais grimpé en utilisant le nom de mon père, ou m'ont délibérément confié des projets voués à l'échec pour que je porte le chapeau. Une fois, des informations critiques sur une importante transaction internationale ont été divulguées, et Finlay a chuchoté à la direction que j'avais été négligent. J'ai découvert le piège grâce à un email caché, le cœur battant en le lisant. Mais je n'ai pas réagi impulsivement ni accusé personne. Au lieu de cela, j'ai démantelé chaque piège pas à pas, neutralisant chaque complot avec compétence et sang-froid, vérifiant les données, regagnant la confiance des partenaires avec des preuves solides et présentant clairement en réunion. Un projet presque ruiné par des dépassements de coûts, je l'ai redressé en renégociant avec les fournisseurs, économisant des millions. De la suspicion initiale, les membres de la famille ont progressivement commencé à me regarder différemment, ne voyant plus seulement mes origines, mais ma réelle capacité et ma ténacité. Un oncle aîné m'a tapoté l'épaule. « Tu t'en es bien sorti, Marc. Ce n'est pas facile dans ta position.
Un projet réussi en a suivi un autre. Expansion de complexes hôteliers en Europe, optimisation des chaînes hôtelières nationales, générant des profits massifs. Je me suis taillé ma propre place dans l'entreprise et au sein de la famille Kingsley de la manière la plus difficile possible, en m'élevant par mes propres moyens, sans m'appuyer sur Robert, sans subterfuge, seulement par la sueur et l'intellect. Au cours de ces années, je suis resté éveillé nuit après nuit à analyser des données, à me précipiter pour rencontrer des partenaires et à apprendre de chaque petite erreur. D'un nouveau venu considéré avec suspicion, je suis devenu directeur régional du développement de projets, dirigeant ma propre équipe et gagnant les éloges de la haute direction. Les collègues ont commencé à me solliciter. Marc, que penses-tu de ce plan? J'ai souri et répondu pensivement, mais à l'intérieur, je suis resté méfiant. Je savais que Catherine et Finlay ne m'avaient jamais vraiment accepté. Ils s'étaient retirés dans l'ombre, mais ils n'avaient pas disparu. Et juste au moment où je me tenais enfin fermement dans l'entreprise, ils ont lancé leur contre-attaque finale, comme un serpent venimeux qui avait attendu le moment parfait pour frapper. C'était un projet massif, un développement de complexes de luxe à Hawaï d'une valeur de plusieurs centaines de millions de dollars, impliquant des partenaires internationaux et un délai extrêmement serré. Après mes succès précédents, j'en ai été pleinement responsable. Au début, tout s'est bien passé. J'ai élaboré des plans détaillés, mené des analyses de risques approfondies et négocié des contrats. Puis, des choses étranges ont commencé à se produire. Les données sur les coûts ont été discrètement modifiées, les chiffres ont soudainement explosé, provoquant des retards. Les partenaires ont appelé, furieux. Pourquoi les coûts ont-ils grimpé en flèche comme ça? Nous n'accepterons pas ça. J'ai tout revérifié, le cœur battant d'effroi. Quelqu'un avait falsifié les fichiers du contrat sans préavis. En même temps, des rumeurs internes se sont répandues. Mark Kingsley est en train de ruiner le grand projet. Peut-être qu'il n'est pas capable après tout. Il n'est arrivé là que grâce à son père. Des emails anonymes ont été envoyés au conseil d'administration, exagérant les erreurs et me rejetant toute la faute. J'étais assis dans mon bureau, fixant l'écran, une sueur froide perlant. Je savais que ce n'était pas une coïncidence. Catherine et Finlay étaient derrière tout ça, sabotant le projet pour me détruire avant que je ne devienne une réelle menace pour l'héritage de Finlay. La peur a surgi. Après tout ce pourquoi je m'étais battu, pouvais-je tout perdre maintenant? Mais je n'ai pas paniqué. J'ai calmement commencé à rassembler des preuves, me déplaçant silencieusement comme un chasseur, attendant que la proie se révèle. Une réunion d'urgence du conseil d'administration a été convoquée quelques jours plus tard dans une atmosphère de tension extrême. La salle de conférence du dernier étage, avec ses baies vitrées donnant sur l'étendue ensoleillée de Salt Lake City, semblait être en feu à l'intérieur. Toute l'équipe de direction était présente. Robert était assis à la tête de la table, le visage grave. Catherine et Finlay étaient assis en face de moi, leurs yeux brillants d'un triomphe à peine dissimulé. Catherine a ouvert, la voix aiguë et agressive. Le projet d'Hawaï est au bord de l'effondrement. Les coûts sont hors de contrôle. Les partenaires menacent de se retirer. Marc, comment expliques-tu cela? Ou pensais-tu que ce poste n'était qu'un jeu auquel tu pouvais jouer à cause des liens familiaux? Finlay a sauté sur l'occasion, dégoulinant de sarcasme. Exactement. J'avais prévenu tout le monde. Marc n'est que théorie et aucune substance. Maintenant, regardez, la société perd des centaines de millions à cause de son incompétence. Papa, tu dois intervenir maintenant. Les collègues chuchotaient. Naissance modeste mais rêve de diriger. Le conseil d'administration fronçait les sourcils. J'étais assis là, le cœur battant comme des tambours de guerre, le sang me montant au visage. C'était le point culminant. Si je ne renversais pas la vapeur, 3 ans d'efforts s'effondreraient. Je n'ai pas fait de longues excuses, je n'ai pas crié ni pleuré. Au lieu de cela, je me suis levé calmement, la voix stable et tranchante. J'ai la preuve que quelqu'un a délibérément saboté le contrat. J'ai connecté mon ordinateur portable au projecteur et j'ai tout affiché. Des emails secrets de Catherine à un subordonné de confiance lui ordonnant d'ajuster les données pour tester la compétence de Marc. Des eurodatages de modification de contrats correspondant à la connexion système de Finlay. Des messages internes où il ordonnait aux autres de blâmer Marc si le projet échouait. Tout pointait sans équivoque vers Catherine et Finlay. Eurodatage, signature numérique, indéniable. La pièce est devenue silencieuse comme la mort alors que les preuves apparaissaient sur l'écran géant, chaque ligne coupant comme une lame.
La vérité était mise à nu, là, dans la salle du conseil. Catherine s'est figée, son visage devenant blanc comme du papier, les poings serrés. Finlay est devenu pâle, la bouche bée, incapable de parler. Les attaques qu'il venait de lancer leur sont instantanément revenues en boomerang. Les collègues chuchotaient sous le choc. Je n'arrive pas à croire que c'était vraiment eux qui sabotaient tout. Le conseil d'administration les regardait avec mépris. Pour la première fois, Robert a frappé du poing sur la table. Le son a tonné dans la pièce. La rage a rendu son visage cramoisi. Il s'est tourné directement vers Catherine et Finlay, la voix un grognement sourd. Expliquez-moi chaque chose, maintenant, devant moi. Vous avez osé manipuler un projet et piéger mon fils. Pensiez-vous que j'étais aveugle? La pièce est devenue silencieuse comme la mort, l'air suffocant. Au début, Catherine a essayé de nier, la voix tremblante. Robert, tu as mal compris. Finlay et moi étions juste en train de tester la capacité de Marc. Finlay a crié, m'accusant de fabrication. Il a tout inventé. Ces emails sont des faux. Mais alors que je jetais des copies imprimées sur la table redatage, signatures, journaux d'accès, ils se sont progressivement tus, incapables de réfuter une seule chose. Catherine a baissé la tête, des larmes coulant. Finlay s'est effondré sur sa chaise, le visage blanc comme un fantôme. Robert, furieux, a déclaré qu'il retirerait à sa mère et à son fils toute autorité dans l'entreprise en punition de leur longue tromperie. À partir d'aujourd'hui, vous êtes tous les deux relevés de vos fonctions. Je vous retirerai du conseil d'administration et des droits de succession si nécessaire. À ce sommet de tension, je me suis avancé et je l'ai arrêté, la voix calme mais résolue. Papa, arrête. J'ai tout exposé non pas pour les détruire, mais pour que tu connaisses toute la vérité et que tu mettes fin au complot dans l'ombre. Donne-leur une chance de se racheter. Robert m'a regardé, stupéfait, la colère laissant place à la surprise, puis à une profonde admiration. Catherine et Finlay étaient également sans voix face à ma décision, la bouche ouverte d'incrédulité. La pièce est tombée dans un silence complet. Tout le monde me regardait comme si je venais de faire l'impensable. La réunion s'est terminée dans un lourd silence. À partir de ce moment, toute l'autorité de Catherine et de Finlay a été placée sous la stricte surveillance de Robert. Elle a perdu le droit de signer des contrats importants. Il a été rétrogradé à un rôle mineur. Leur statut dans la famille n'était plus ce qu'il était. Ils sont restés, mais comme des ombres, n'osant plus jamais relever la tête. Quelques jours plus tard, Catherine et Finlay sont venus dans mon bureau privé de leur propre chef. En fin d'après-midi, alors que le soleil se couchait rouge sang à travers les fenêtres, ils sont entrés, l'air épuisé et terrifié de tout perdre. Les yeux de Catherine étaient cernés de noir, pas de maquillage, la voix rauque. Finlay gardait la tête basse, l'arrogance disparue, seul le tremblement restait. Marc, nous sommes venus nous excuser, a dit Catherine, la voix tremblante. Pour la première fois, ils ont baissé la tête et se sont excusés pour tout ce qu'ils avaient fait. Catherine a avoué, j'avais peur de perdre ma position, peur que Finlay perde son avenir. J'ai eu tort. Je t'ai traité terriblement dès le premier jour. S'il te plaît, pardonne-moi. Finlay a balbutié, frère, j'étais jaloux de toi. Je t'ai saboté, j'ai volé ton mérite, j'ai répandu des rumeurs. S'il te plaît, pardonne-moi. Je les ai regardés pendant un long moment. Les souvenirs affluents. L'humiliation dans le hall, les tâches impossibles, les complots secrets. Mon cœur s'est serré, mais plus de colère. Finalement, j'ai dit que je n'oublierai jamais ce que j'avais enduré. Mais j'ai choisi de mettre un terme à cela ici pour que tout le monde puisse avoir une chance de réparer les choses. Je vous pardonne, non pas parce que vous le méritez, mais parce que je ne veux plus vivre avec la haine. Réparez vos erreurs et ne les répétez jamais. Catherine s'est effondrée, sanglotant, les larmes roulant sur ses joues, la voix étranglée. Merci. Tu es bien plus généreux que je ne l'aurais jamais imaginé. Finlay est resté figé, les yeux rouges, chuchotant, à partir de maintenant, je t'appellerai frère, et je le pense de tout mon cœur. Pour la première fois, ils ont réalisé qu'ils n'avaient pas perdu face au pouvoir, mais face à la conscience. Vaincus par un pardon qu'ils n'avaient eux-mêmes jamais possédé. Ils sont partis, l'air plus léger. Et à partir de ce jour, tout a changé. Après cela, Catherine et Finlay se sont retirés de toute lutte sournoise. Elle a commencé à soutenir sincèrement mes projets.
Il a commencé à apprendre de moi au lieu de me saboter. L'entreprise est devenue plus calme et j'ai continué mon chemin, non par la haine, mais par le choix de pardonner une fois la vérité récupérée. Dans les années qui ont suivi, j'ai grandi pas à pas au sein de l'entreprise grâce à mes propres capacités. Chaque projet que j'ai dirigé a donné des résultats clairs, de l'expansion de la chaîne hôtelière à travers l'Asie, où j'ai négocié avec succès avec des partenaires locaux pour réduire les coûts de construction de 20%, à l'optimisation du système de gestion hôtelière nationale, poussant les revenus trimestriels à des sommets records. Robert m'a progressivement confié de plus grandes responsabilités, ne me soutenant plus discrètement en coulisses, mais plaçant ouvertement une confiance absolue en son fils. Il m'appelait dans son bureau privé et me tendait d'épaisses piles de documents. « Mon fils, ce projet est à toi. Je sais que tu le feras bien. » Ces mots me réchauffaient le cœur, non pas à cause du pouvoir, mais parce qu'ils étaient une reconnaissance du père dont je n'avais autrefois que rêvé. Catherine et Finlay ont vraiment tourné une nouvelle page. La rivalité et la jalousie avaient disparu. Ils ont utilisé leur expérience et leurs ressources pour m'aider à diriger l'entreprise, y voyant leur façon d'expier leurs erreurs passées. Catherine, qui rejetait autrefois froidement mes idées, envoyait maintenant des emails de soutien. Marc, concernant le plan d'Hawaï, j'ai quelques anciens contacts qui peuvent t'aider. Appelle-moi si tu as besoin de quelque chose. Elle a même rejoint mes réunions, offrant des conseils avisés tirés de décennies d'expérience. Finlay a changé le plus radicalement. L'ancien saboteur a commencé à venir dans mon bureau pour demander « Frère, je ne comprends pas cette analyse. Peux-tu me l'expliquer ?» Au début, j'étais méfiant, soupçonnant un autre piège, mais progressivement, j'ai vu sa sincérité. Il voulait vraiment faire amende honorable et faire ses preuves sans se battre pour la domination. Nous avons commencé à travailler ensemble sur un projet majeur d'expansion du marché européen. Pour la première fois, devant tout le conseil d'administration, il a ouvertement déclaré « Le concept de base était l'idée de Marc ». Je me suis figé une seconde, toujours sur mes gardes, ne sachant pas si c'était de la bonne volonté ou un autre piège. Mais avec le temps, la suspicion s'est dissipée, et nos sessions communes sont devenues une véritable collaboration. La famille Kingsley, autrefois déchirée par les intrigues et la division, a commencé à guérir grâce à ces changements. Le voyage depuis cette nuit de Noël à 20 ans où on m'a jeté un billet de $1 froissé. Un moment d'humiliation qui persiste encore comme une cicatrice. La confrontation avec mon beau-père Grant devant la table de banquet des parents. La rencontre fatidique avec mon vrai père Robert dans le hall du siège. Les longs mois de lutte au sein de la famille contre Catherine et Finlay. Tout cela se termine maintenant par un long souvenir sinueux. Pourtant, aujourd'hui, à 28 ans, en tant que directeur régional du développement de projets de la Kingsley Corporation, je réalise que ces souvenirs ne me poignardent plus le cœur. Ils sont devenus des jalons d'une route déjà parcourue. Ce sont des leçons sur le pouvoir de la résilience, la valeur de la justice et la capacité humaine au changement. Je ne ressens plus de colère quand je pense à Grant ou à Catherine. Au lieu de cela, je suis reconnaissant parce qu'ils m'ont forgé en l'homme que je suis maintenant. Je repousse doucement les vieux souvenirs, je range les papiers sur mon bureau rapport de projet, contrat nouvellement signé, et une petite photo de famille que Robert m'a donnée et je quitte le bureau plus tôt que d'habitude pour rentrer à la maison pour Noël avec ma famille. Je conduis vers le domaine Kingsley à la périphérie de la ville. La route familière est bordée de neige d'un blanc pur. Le vent froid fouette les vitres, mais la chaleur remplit ma poitrine. Je pense au Noël passé, assis seul dans le coin de la table des Miller, les regardant rire pendant que mon cœur me faisait mal, et je les compare à maintenant. La différence me fait sourire, les mains se resserrant sur le volant. Quand j'arrive, toute la famille Kingsley attend déjà. Le manoir brille de lumière et de rire. Le vaste domaine, ses jardins recouverts de neige, abrite un sapin de Noël imposant qui touche le plafond dans le grand salon. La longue table de banquet est élégamment dressée. Dinde rôtie parfumée, pudding. Des verres de vin rouge profond scintillant sous les lustres. L'odeur de cannelle et de pain frais emplit l'air, se mêlant à une joyeuse musique de Noël. Robert se tient à la porte comme un vrai père accueillant son fils à la maison. Il ouvre les bras et me serre fort, la voix chaude et basse. « Tu es à la maison. Je t'attendais. » Catherine sourit de loin et hoche la tête. « Joyeux Noël, Marc. » Finlay me tape sur l'épaule. « Frère, ouvrons les cadeaux ensemble cette année. » Les parents se rassemblent, les voix animées. Des tantes et des oncles me posant des questions sur mes derniers projets. Des cousins levant leur verre pour trinquer. Plus de regards suspicieux,
seulement une chaleur sincère. À ce moment, je réalise soudain que je ne suis plus l'enfant debout à l'écart d'une table de banquet. J'ai vraiment une famille où rentrer. Ce n'est pas là où je suis né, mais c'est là où je suis reconnu, protégé et aimé inconditionnellement. En regardant tout le monde rassemblé autour de la table de Noël, je réfléchis tranquillement à tout le parcours de ma vie. Du garçon abandonné après la mort de sa mère à l'adolescent de 18 ans cherchant la vérité dans la confusion, au jeune de 20 ans la nuit de Noël se voyant jeter un billet d'1$ au visage. Puis les mois de confrontation, de lutte et le procès qui a exposé le passé. Tous ces souvenirs reviennent en force, non plus douloureux, seulement sereins. Je réalise que je suis passé d'un enfant résigné à un homme qui se tient droit grâce à ma propre force intérieure, grâce au pardon et à l'amour tardif d'un père. Je comprends que le passé ne peut être effacé, mais nous pouvons choisir comment avancer. La haine m'a autrefois donné le pouvoir de renaître des cendres de la maison Miller, d'affronter Grant et d'exiger justice. Mais c'est le pardon qui m'a finalement libéré. Libre d'aimer, de construire, de vivre sans les fantômes du passé qui me hantent. Je regarde Catherine rire avec les petits-enfants, Finlay aider Robert à verser le vin, et je pense que si je n'avais pas pardonné, nous serions tous encore piégés dans un cycle sans fin de ressentiment. Je réalise que la vraie famille n'est pas là où vous êtes nés, ni les faux liens du sang des Miller, ni les luttes de pouvoir initiales des Kingsley, mais là où vous êtes acceptés, protégés et accueillis à la maison. Cet endroit peut être un grand manoir ou une chambre louée exiguë, tant qu'il y a des gens qui se soucient vraiment. Ce Noël était le premier de ma vie qui m'a semblé complet. Pas de regard méprisant, pas de table de banquet froide, pas de billets d'1$ humiliant d'il y a des années. Seulement des lumières chaudes, des rires paisibles et des bras sincèrement ouverts pour m'accueillir à la maison. Après toute la perte et la lutte, j'étais enfin sorti de l'obscurité et entré dans la lumière d'une vraie famille. Nous nous sommes rassemblés autour du sapin pour ouvrir les cadeaux. Robert m'a donné une montre gravée de mon nom. Catherine un livre sur les affaires, Finlay des billets pour un match, et nous avons ri tard dans la nuit. Je suis sorti sur le balcon, regardant la neige tomber doucement et j'ai pensé à ma mère. Maman, j'ai trouvé la maison qui m'était vraiment destinée. L'endroit où ils ouvrent leurs bras et m'acceptent. Mon histoire se termine là, comme un rappel. Ne laissez jamais vos origines décider de votre destin. Je suis passé d'un paria à un leader. Ne laissez jamais la haine guider toute votre vie. Le pardon m'a libéré. Et n'abandonnez jamais, jamais, peu importe combien de fois le monde vous tourne le dos. Parce qu'un jour, vous trouverez votre propre lumière.